Messieurs les ministres, mes chers collègues, mais c'est avec plaisir, c'est peut-être compte tenu de mon âge, d'être le premier à prendre la parole dans ce débat. Vraiment, je vous remercie. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis président de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, vice-président de la Fédération africaine des associations de parents d'élèves et d'étudiants, et parent d'élèves depuis plus de 30 ans. Donc, depuis plus de 30 ans, je lutte aux côtés des ministres de l'Éducation pour apporter, eh bien, ce qu'il faut à l'État pour une école de qualité. Et Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, les étudiants, surtout les étudiants de la banlieue, éprouvent beaucoup de difficultés pour venir à l'UCAD suivre les cours. C'est exact, Monsieur le ministre. Il y en a même qui abandonnent les cours en cours de route. Et pourtant, de bons étudiants, faute de moyens. Bien sûr, la bourse est là, mais les moyens de transport sont aussi insuffisants. Les étudiants qui quittent la banlieue avant d'arriver à l'UCAD mettent plus de 3 heures de temps. Les routes, elles sont ce qu'elles sont, vous le savez aussi. L'idéal serait de loger tous les étudiants, au moins les banlieusards. Mais en attendant que le campus puisse régler ce problème, est-ce que le gouvernement ne peut pas penser à la construction de résidences universitaires? Je pense que cela est possible avec l'aide de l'OHLM ou la SICAP, où la municipalité de Dakar peut bien construire 1 ou 2 résidences universitaires. Cela va permettre de mettre des étudiants dans de bonnes conditions. Ça se fait un peu partout. Allez en France, vous avez des résidences universitaires partout. Eh bien, une navette qui relie les résidences à l'université. Cela va aussi dans le sens de la qualité. S'agissant des bourses, c'est vrai, tous les étudiants ont une bourse. Mais je crois qu'il faut plutôt accélérer la bancalisation de ces bourses. On en a parlé. J'ai moi-même assisté au lancement de ce projet, mais ça tarde à venir. Et les parents d'élèves souhaiteraient que ça vienne le plus rapidement possible. Ça va dans l'intérêt des étudiants et même l'intérêt de l'État. Il n'y aura pas de retard de paiement, ainsi de suite, comme ça se fait en ce moment. Et pour terminer, je voudrais vraiment féliciter le ministre Moustapha Souran, que nous avons eu à pratiquer depuis longtemps. Je crois qu'il a eu des félicitations lors de son passage à l'Assemblée. Je le dis parce que nous sommes à même de mesurer tous les efforts qu'il a effectués. Tous les efforts qu'il a effectués, eh bien, pour multiplier, en tout cas, le nombre de collèges et de lycées de proximité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il reste entendu que je serai restée dans mon petit coin, mais je pense qu'il faut se plier à la discipline de groupe.
j'avais, je crois, un bon journaliste ou un journaliste professionnel, 3 petites questions à l'endroit de Monsieur le ministre, avec qui j'ai eu le temps de discuter de ces questions-là dans le cadre d'une émission à la télé. Monsieur le ministre, je voudrais vous interpeller donc sur 3 points bien précis. Le premier point concerne plutôt les instituts privés supérieurs. Comme vous avez dû vous en rendre compte, Monsieur le ministre, nous avons une prolifération d'instituts supérieurs qui nous bombardent de publicités aguichantes tous les jours sur les ondes des radios et qui demandent des tarifs relativement élevés aux parents d'élèves. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale peut nous donner la garantie que tous ces instituts qui ont pignon sur rue ont effectivement une reconnaissance de l'État qui garantirait la qualité de leur enseignement? La deuxième question concerne, Monsieur le ministre, l'accès des étudiantes au logement. Je sais, je ne fais pas du prosélytisme. L'accès au logement est une question cruciale pour tous les étudiants. Mais je pense que toute cette assemblée reconnaît la vulnérabilité des filles et la précarité des étudiantes en la matière. Et j'en veux pour preuve simplement le rapport du médiateur Bouba Diop qui établit effectivement que dans leur quête de logement, les filles sont souvent confrontées à un harcèlement sexuel intempestif. Que compte faire, Monsieur le ministre, pour que les filles soient sécurisées dans ces démarches? Parce que je me rappelle avec plaisir que les étudiantes de ma génération avions notre sanctuaire Claudel, annexe 1, annexe 2, et on n'était pas en compétition avec les garçons sur ces chambres. Dernière question, j'en finis, Monsieur le Président, et là peut-être je parle en tant qu'ancienne du CESTI. J'ai l'impression, Monsieur le ministre, que le CESTI est le parent pauvre de l'Université de Dakar. Cet institut panafricain qui forme des étudiants de la sous-région ne dispose que d'un budget modique de 30 millions de francs. Je vous laisse apprécier si avec 30 millions de francs de budget annuel, on peut former dûment des journalistes. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je serai assez bref pour respecter les 2 minutes qui nous ont été imparties. Et comme dans le secteur privé, comme on dit, on est assez pragmatique. Alors, je vais donc, en ma qualité donc, de président du patronat du tourisme, poser en fait une question relative à la validation des acquis dans le secteur du tourisme. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, le secteur du tourisme est un secteur assez particulier, où vous voyez par exemple des réceptionnistes qui sont embauchés et qui font 10 ans d'expérience, 10 ou 15 ans, mais qui ne peuvent pas avancer, n'est-ce pas, dans leur catégorie parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la validation des acquis, comme aujourd'hui en France. Aujourd'hui, n'est-ce pas, en France, quand vous avez fait 10 ou 15 ans dans un métier, on vous fait subir des tests à l'université ou dans un institut supérieur et on valide vos connaissances, n'est-ce pas, en vous octroyant un diplôme. Ce qui est valorisant, parce que vous avez des gens qui rentrent, qui sont formés sur le tas, qui n'ont aucun diplôme, mais qui, au fil des années, ont des connaissances supérieures même à ceux qui viennent de sortir des hôtels. Il faut donc valoriser et reconnaître les connaissances de ces gens-là. Donc, il me semble important que le Sénégal se mette au diapason des nations aujourd'hui comme la France, qui valident, n'est-ce pas, les acquis de ces travailleurs, surtout dans un secteur aussi délicat que le tourisme. Quelqu'un l'a dit tantôt aussi, c'est par rapport également à la prolifération des écoles de tourisme. Il faudrait aujourd'hui assainir ce secteur. Il faudrait d'abord valider un contenu pédagogique pour l'ensemble des écoles. Aujourd'hui, des écoles se forment en veux-tu, en voilà. Et je veux dire, c'est quoi que ça obère la qualité de la formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément d'adéquation formation, emploi, il y a plutôt une formation au rabais dans le domaine du tourisme et la formation fait partie, n'est-ce pas, de l'image de la destination parce que la manière dont on accueille, n'est-ce pas, les touristes qui viennent, la manière, n'est-ce pas, dont les gens, n'est-ce pas, acquièrent un certain nombre de connaissances, tout cela fait partie aussi de l'image qu'on décline, n'est-ce pas, par rapport aux touristes qui viennent nous visiter. Voilà donc, Monsieur le Ministre, n'est-ce pas, les 2 questions. Validation des connaissances, n'est-ce pas, de ceux qui sont formés sur le tas dans le domaine du tourisme et assainissement du secteur de la formation.
formation. Je vous remercie. Merci. Madame Maître Mbengue se prépare. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil économique et social. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, je voulais, sans clause de style aucun, vous féliciter pour la qualité du rapport que vous avez présenté. Je crois qu'il campe la situation et je pense que pour nous qui avions l'habitude de sonner le tocsin, donc par rapport à des questions qui sont des questions au niveau de l'espace universitaire, je pense que vous avez en partie répondu. Alors moi j'ai deux préoccupations. La première est que si l'état de mon information est vérifié, il y a, et vous l'avez dit, dans 20 700 à peu près étudiants donc, par année, et j'ai l'impression qu'il y en a 3 000 qui sortent de l'université. Donc ce qui fait 17 000 étudiants de plus à loger. Est-ce que les conditions d'accueil de l'université permettront de continuer à avoir un surplus de 17 000 étudiants donc tous les ans, eu égard aux infrastructures que nous avons en ce moment? Deuxièmement, je voulais savoir si, au niveau du gouvernement, on réfléchit par rapport, disons, à ce que le baccalauréat ne soit peut-être pas forcément le sésame pour entrer à l'université. Est-ce que c'est une préoccupation? Parce qu'à l'époque, je me souviens en France, on a parlé un grand ministre a parlé de l'élitisme républicain. Et donc, l'accès à l'université faisait l'objet d'une sélection ou sur dossier, ou donc sur la base de notes acquises donc pendant au moment de l'épreuve du bac. Donc ces deux questions me semblent importantes. La troisième est liée aux bourses. Je pense que monsieur le ministre, je pense que chaque fois sur la route de Ouakam, il y a en tout cas une élévation de tonalité qui découle des retards. Et je pense que pour pacifier l'université, il faut que le gouvernement fasse les efforts qu'il faut pour payer les bourses à bonne date. Je vous remercie. Maître Mbengue, chef de se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, après vous avoir félicité, je souhaiterais vous exprimer deux préoccupations. Je vous ai entendu dire que vous avez autorisé les institutions d'enseignement privé à donc recevoir des enseignants du supérieur de l'Université de Dakar. Je vous demande si vous en avez suffisamment. Parce que si nous prenons par exemple la faculté de droit que vous connaissez mieux que moi certainement, pour en avoir été donc le doyen, en première année, vous avez quelque chose comme 8000 étudiants. 8000 étudiants, je me demande, est-ce que vous avez déjà à ce niveau-là un nombre suffisant d'enseignants pour les encadrer, pour quand même autoriser donc d'autres institutions privées ou instituts privés à bénéficier de vos enseignants que vous avez formés. Deuxième préoccupation et dernière, c'est le contenu des programmes. Monsieur le ministre, si je me limite toujours à cette faculté de droit, nous constatons que de plus en plus, le droit est en train d'être un droit communautaire. De plus en plus, c'est les institutions communautaires qui sécrètent les règles de droit. Ce n'est plus notre Assemblée nationale, de plus en plus c'est les règlements de l'UEMOA qui s'appliquent directement, c'est les actes uniformes de l'OHADA qui s'appliquent directement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez vraiment à revoir carrément le programme, le contenu de ces programmes de formation pour un peu les mettre au diapason de ce droit communautaire et surtout à mettre à niveau vos enseignants parce que c'est un droit qui commence à se développer, qui a commencé à se développer depuis les années 2000 et donc beaucoup d'enseignants ont été formés sous l'ancien système. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez un peu à recycler vos enseignants? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres,
Monsieur le Président, avant d'entamer mon intervention, je voudrais attirer votre attention sur les sonneries intempestives de portable au cours de nos travaux. Non, pas vous. Non. Oui, d'accord. Non. Il y en a. Hein. Moi, je voudrais quand même, pour ne pas entamer la qualité de nos travaux, qu'on désactive nos portables ou qu'on les mette sous silence. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je suis agréablement surpris de la performance de notre enseignement. J'en avais une autre idée. Votre brillante intervention m'a permis d'avoir une idée précise de la qualité de notre enseignement que